Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode de C'est quoi ta spécialité? Aujourd'hui, on a eu la chance de s'entretenir avec Dr. Christine Lévesque, qui est psychiatre. Donc, en fait, Dr. Lévesque, moi, je la connais sous un plan plus personnel. Donc, c'est peut-être pour ça que vous allez voir dans l'épisode qu'on va se tutoyer, qu'on va l'appeler Christine. Mais elle est là pour nous parler de sa profession puis de son passé. Donc, écoutez, si la psychiatrie vous intéresse, je vous conseille fortement. C'est vraiment quelqu'un qui dégage beaucoup, qui est passionné par son métier. Puis, quand il écoute, tu as envie d'aller dans ce domaine-là. Ouais, vraiment. Donc, juste avant, on va aller remercier nos commanditaires. Donc, on aimerait ça remercier notre commanditaire officiel, Archer. Archer, c'est une compagnie de gestion financière qui est spécialisée en médecin depuis 1970. En fait, il permet à donner des services gratuits aux étudiants et aux résidents en médecine, autant en gestion de portefeuille, gestion de dette et gestion de prêts et bourses. C'est vraiment une équipe qui est facile d'approche. Ils vont, comme vous pouvez booker un rendez-vous avec eux dès maintenant, puis ils prennent vraiment le temps de discuter avec vous de ce dont vous avez besoin financièrement, des meilleures stratégies pour optimiser vos finances. Puis, ouais, c'est vraiment agréable de discuter avec eux, même si c'est de la finance, c'est pas plate avec Archer. Ouais, donc si vous avez besoin de questions, conseils, n'hésitez pas à les contacter, ils sont là pour vous. L'épisode d'aujourd'hui est présenté par Medline. Medline est une entreprise qui fabrique et distribue des fournitures, instruments et équipements médicaux. Ça fait plusieurs années qu'ils sont partenaires de la Fédération médicale étudiante du Québec. Donc, ils ont vraiment une solide expertise dans le domaine, puis ils ont un large éventail de produits. Ils desservent autant les facultés de médecine, les autres institutions d'enseignement, les cliniques et les hôpitaux. Donc, si vous recherchez du matériel médical, n'hésitez pas à aller voir sur le site web. C'est Medline Dufour-Lavigne. Le lien va être en commentaire dans notre vidéo. Et vous allez avoir la meilleure expérience client possible et surtout un rapport qualité-prix qui est imbattable. Sur ce, bon épisode et n'oubliez pas de boire de l'eau. OK, bien merci beaucoup, Christine, d'être venue nous voir, d'avoir fait la route de Gatineau jusqu'à Montréal pour Ça me fait vraiment plaisir. venir au podcast. Donc, pour commencer, on voudrait en apprendre un peu sur votre parcours. Qu'est-ce que vous saviez déjà quand vous étiez plus jeune que la médecine, ça vous intéressait? Pas du tout, en fait. Quand j'étais toute petite, j'ai pas été le genre de petite fille qui savait exactement ce qu'elle voulait faire dans la vie, là. J'étais plutôt sportive, donc on dirait mon parcours m'amenait vers les sports puis vers le leadership, puis éventuellement, ça m'a mené vers la médecine. C'est drôle, mon père me dit, en fait, il n'y a pas si longtemps qu'il avait été voir une voyante, puis elle lui avait dit quand j'étais jeune que j'allais être médecin. Donc, elle le savait bien avant moi, mais non, moi, vraiment pas. Je pense que c'est mon sport puis ma personnalité qui m'a menée vers la médecine tranquillement, mais en aucun moment avant que j'aille à l'université, j'étais décidée d'aller en médecine. Donc, peut-être un parcours un peu différent, mais j'ai suivi un chemin où le chemin m'a mené vers ça et non le contraire, disons. Ah, puisque là, vous avez fait c'est ça, votre parcours à Moncton, au Nouveau-Brunswick. Oui. Est-ce qu'il y a un cégep à faire? Non. Donc, au Nouveau-Brunswick, moi, je suis originaire du Nouveau-Brunswick. Donc, la façon que ça fonctionne, nous, on a une 12e année. Donc, vous allez jusqu'au secondaire 5, qui pour nous est une 11e année. Donc, on a une année de secondaire de plus. Puis ensuite, on peut entrer directement à l'université. Donc, au Nouveau-Brunswick, la façon que ça fonctionne, habituellement, il faut faire un diplôme de la science de la santé qui peut être un 2 ou 3 ans. Moi, j'avais décidé de le faire en 3 ans pour que je puisse jouer plus longtemps au volleyball, encore une fois. C'était un peu... ça allait un peu guider mes choix. Mais donc, je jouais au volleyball universitaire à ce moment-là. Puis, j'avais décidé de faire mon science de la santé juste parce qu'à l'école, au secondaire, j'aimais les sciences, j'aimais la bio particulièrement, la chimie, les mathématiques, tout ça. Donc, j'ai décidé... Puis, j'avais une amie qui s'en allait en sciences de la santé. Ça, j'ai dit, ben pourquoi pas moi aussi? J'ai commencé là. Après mon 3 ans, avec ce diplôme-là, on peut aller en dentisterie, en optométrie, ce genre de travail-là. Puis je me disais, il n'y a rien là-dedans qui m'intéressait. Je voulais garder les portes ouvertes. Donc là, j'ai appliqué en médecine à ce moment-là. Puis je me disais, c'est ça qui va m'offrir le plus de choix. J'étais quand même, je pense, chanceuse et choyée dans le sens où moi, les études, j'aimais ça. Ça me dérangeait pas aller m'asseoir puis étudier. Je pense que ça me venait aussi facile. Donc, encore là, j'ai été chanceuse à ce niveau-là.
Puis ensuite, il y a une école de médecine, un programme de médecine qui s'est ouvert avec l'Université de Sherbrooke. Donc, c'était un campus délocalisé à Moncton. Donc, c'est sûr que c'est là que j'ai appliqué parce qu'encore une fois, ça me permettait de continuer à jouer au volleyball à l'université. Donc, j'ai pu faire mes 5 ans. Donc, j'ai appliqué, j'ai été acceptée, puis j'ai fait mes 4 ans de médecine. Initialement, en entrant en médecine, je pensais m'en aller en ortho. OK, c'est très différent. Mais c'est en lien avec le sport un peu. Ben, c'est en lien avec le sport. Puis c'est drôle parce que plus tard, quand j'ai été à faire mon choix de carrière, puis que j'étais en psychiatrie, puis j'étais toute mélangée à ce moment-là de ce que je voulais faire. Le programme où est-ce que j'étais en train de faire un stage en psy à Moncton, puis je pense que parmi l'équipe, il y était peut-être une dizaine de psychiatres, probablement un peu moins que ça. Il y en avait 3 ou 4, en fait, qui avaient commencé dans un programme chirurgical avant ça. Donc, il y avait peut-être une connexion là. Mais bon, je m'en allais en ortho. Puis ensuite, j'ai fait mes stages d'ortho. Personnellement, moi, je trouvais ça un peu redondant, l'orthopédie. Personnellement. Puis, avec cette spécialité-là, puis je pense que ça joue un peu dans pourquoi on choisit certaines choses. L'orthopédie, une fois que tu finis ta résidence, bien, des fois, ça peut être difficile d'avoir un job en orthopédie. Je pense que les spots sont limités. Des fois, il faut se sur-spécialiser. Puis moi, ça m'intéressait pas nécessairement. Faire des fellowships Exactement. ailleurs. Ou genre, tu sais, se spécialiser juste dans le genou. Ben moi, je voulais pas juste faire du genou. Je voulais avoir une variété dans ma pratique. Donc ça m'a un peu déroutée. Donc de dire, OK, ben peut-être que je veux pas faire de la chirurgie. Puis l'autre Qu'est-ce qui t'a attiré, genre spécifiquement dans tes stages en psychiatrie? Qu'est-ce que t'as fait? OK, ouais, ça, c'est celle-là. Ben c'est difficile à dire parce que tout de suite après mes stages, puis là, il faut faire des choix de stage aussi, puis j'avais fait genre juste des choix de chirurgie. Après, ça a donné que le prochain stage qui s'en venait, c'était de la psychiatrie. Puis c'est drôle, moi je disais tout le temps, tu sais, je ferais pas de psy, c'est pas ça qui m'intéressait. Mais une fois rentrée dans mon stage, bien, c'est là où est-ce que mon parcours a vraiment changé. Je pense que c'était la connexion avec les patients, c'était le temps qu'on pouvait passer, tu sais, qui était très, très, très différent de la chirurgie où est-ce que tout va quand même assez vite. Bien, la psy, on a le temps de s'asseoir, de connaître nos patients, de s'asseoir avec eux, tu sais, ils nous disent vraiment les choses les plus profondes d'eux-mêmes. Des fois, ça reflète avec nous, des fois, ça nous change nous-mêmes. Puis à ce moment-là, j'avais eu vraiment, vraiment, vraiment un excellent précepteur, un staff que j'avais vraiment adoré, puis que lui me guidait un peu parce qu'il savait que j'étais un peu mélangée, sans trop me guider vers la psy, mais qui m'a challengée dans « OK, mais qu'est-ce que tu veux plus tard dans ta vie? » Puis c'est là que je me suis dit, ben il faut que je change. Puis la psychiatrie, ça fitait vraiment avec ce que je voulais à ce moment-là. Puis après ça, donc là, après les stages, je faisais psychiatrie. Mm-hmm. Est-ce que tu avais ta psychiatrie au Nouveau-Brunswick ou t'es revenu, je pense? Donc, j'ai dû, au Nouveau-Brunswick, présentement, si je ne me trompe pas, ça se peut que ça allait changer depuis ce temps-là, mais moi, quand j'étais là, il y a juste une spécialité qui est la médecine de famille qui se donne au Nouveau-Brunswick. Donc, si tu voulais te spécialiser, il fallait que tu sortes du Nouveau-Brunswick. Puis moi, à ce moment-là, j'avais appliqué à Sherbrooke, à Montréal, puis à Ottawa. Puis Ottawa, c'était mon premier choix parce que j'avais un conjoint à ce moment-là, son frère était à Ottawa. On trouvait qu'Ottawa aussi ressemble beaucoup au Nouveau-Brunswick dans le sens où il y a peut-être une plus grande connexion avec la nature, avec le parc de Gatineau, tout ça. J'aimais beaucoup ça. Donc, c'est pour ça que j'ai appliqué ensuite à Ottawa. J'ai été chanceuse d'avoir été acceptée là puis d'avoir transféré là par la suite. Puis c'est comment faire sa résidence en psychiatrie? Est-ce que c'est 5 ans, c'est ça? C'est 5 ans. C'est difficile à comparer avec d'autres parce que moi, j'ai juste fait celle-là. La première année en psychiatrie, puis c'est probablement la même chose pour toutes les résidences, les types de résidences, mais c'est une année très variée.
Donc, on fait un peu de tout. Je pense que dans les 12 mois de l'année, on a 4 mois où on fait de la psy. Sur le reste, ça reste de l'urgence. On a fait de la neuro, j'ai fait de la rhumato, un peu de tout. Puis encore là, moi, je n'étais pas typique dans le sens où, encore là, je me suis doutée, est-ce que je suis prête à laisser aller mon stéthoscope? C'est souvent ça qui vient avec l'idée de la psychiatrie, c'est qu'on laisse aller notre côté plus médical, si on veut. Puis, j'ai encore débatté. Je me demandais, est-ce que je vais vraiment laisser aller tout ça? J'ai réappliqué ensuite en urgence après ma première année parce que je doutais encore. J'ai été acceptée, en fait, pour la résidence en urgence. Mais j'avais commencé ma 2e année de psychiatrie à ce moment-là. Puis là, c'était du full-time psychiatrie. Puis là, j'ai retombé en amour avec ça. Puis là, j'ai dit non, que je mets stop ça. Donc, la morale là-dedans, je pense, c'est de... Tu sais, de jamais s'arrêter ou de jamais avoir vraiment un chemin clair en tête, de se laisser des portes ouvertes, d'avoir un esprit ouvert, puis de dire, ben si j'ai quelque chose qui m'intéresse, ben de suivre ça des fois. Puis ce qui est le fun en médecine, c'est que même si on choisit un chemin, on n'a pas besoin de se limiter à ça. Il y a des portes qui s'ouvrent, puis il faut suivre ces portes-là. Puis moi, ça m'a mené où ce que je suis là présentement. Ouais, c'est vraiment un parcours intéressant. Puis c'est ça, des fois, c'est de suivre son petit gut feeling, là, j'ai l'impression. De pas laisser justement des petits détails de comme s'insérer dans la tête de le doute un peu. Ouais, aller parler des autres, tout ça. C'est vraiment basé sur notre expérience. La nervosité de dire, tu sais, quand on va en médecine, souvent on pense à faut que je sache ce que je veux, puis faut que je fonce, puis il faut que je sois déterminée. Puis je pense que je suis ça, mais j'ai jamais vraiment su ce que je voulais faire initialement. Là, moi, j'ai gradué en 2017. Donc, ça fait quand même pas si longtemps que ça, mais je suis très, très, très heureuse dans ce que je fais. Jamais j'aurais voulu que je voudrais présentement retourner de bord ou je ne regrette rien. Je pense que l'une des particularités de la psychiatrie, c'est qu'on a énormément de portes ouvertes après aussi. Donc, on peut faire du privé, on peut faire de l'hôpital, on peut faire de l'interne, de l'externe, on peut s'impliquer au niveau de l'enseignement, on peut s'impliquer vraiment un peu partout, qui est comme dans toute spécialité, mais la psychiatrie a moins de limites parce que justement, c'est plate, mais je pense pas que c'est pas la spécialité la plus populaire. Donc, il y a un manque de psychiatres à peu près n'importe où ce qu'on va. Donc, on a l'opportunité d'avoir des jobs plus facilement, peut-être, puis de s'impliquer où est-ce qu'on veut vraiment s'impliquer. Puis pour moi, je pense l'une des... Tu sais, quand je reflète à quand j'étais moi-même étudiante en médecine, puis ce que mon staff, justement, m'avait dit à ce moment-là, que j'avais adoré, puis il avait dit, tu sais, qu'est-ce que tu veux plus tard? Puis moi, j'avais déjà mon chum. Je savais que c'était avec lui que je voulais passer le restant de ma vie aussi. Puis lui est enseignant en éducation physique, donc il a ses étés de congé. Moi, on vient de milieu très familial au Nouveau-Brunswick, souvent c'est ça. On voulait des enfants, on en a 3 présentement. Donc, sachant que je voulais ça, puis sachant que, OK, mon chum va être à la maison avec les 3 enfants tout l'été. Est-ce que je vais vouloir m'enfermer à l'hôpital de 5 h du matin jusqu'à 8 h le soir? T'sais, ça, c'était pas ma réalité à moi, c'est pas ce que je voulais. Je voulais avoir une certaine flexibilité. Puis, tu sais, encore là, reflétant à ce temps-là, je pense que comme médecin, on a souvent beaucoup de pression à travailler. Puis à se dévouer aux autres. On se fait tellement dire que comme les prochaines années de nos vies, c'est une pause de notre vie carrément. Exact. Est-ce que c'est correct? Je pense pas. Je pense que quand on pense à un bon médecin, on veut un médecin qui a une vie équilibrée, tant qu'à moi, puis qui n'a pas juste la tête à son travail. T'sais, on veut un médecin en santé lui-même. Donc, moi, ce concept-là m'a été donné par un précepteur, puis je ne l'ai jamais oublié. Puis de dire, écoute, si un peu comme qu'on dit en psychothérapie, justement, à des mamans qui s'oublient, puis qui prennent soin de leur enfant, puis de leur mari, puis de leur travail, bien, on doit refléter ça à nos médecins aussi, de dire, vous aussi, vous avez besoin d'une pause, vous aussi, vous avez besoin du temps en famille, puis du temps avec vos enfants, puis du temps pour vous-même, à faire un sport, à quoi que ce soit, à vivre vos passions en dehors de la médecine. Parce que ça va faire en sorte que vous allez être un bon médecin par la suite. Puis moi, je trouvais vraiment que la psychiatrie, ça m'offrait ça.
Je pense qu'on a peut-être un peu moins de pression parce que justement, nous, on travaille beaucoup sur une bonne santé mentale. Pour donner l'exemple. Pour donner l'exemple, c'est quoi, do as I say, not as I do, là, mais à un moment donné, il faut le faire nous autres aussi. Donc, ça l'a beaucoup joué, puis je trouve que j'ai ce présentement, même si j'ai beaucoup de fonctions, beaucoup de chapeaux présentement au travail puis dans ma vie personnelle, je retrouve l'équilibre là-dedans. Puis je pense que ma spécialité me permet de faire ça. Puis chez vos collègues aussi, mais mettons vos collègues psychiatres. Oui, c'est une très bonne question parce que là, tout ça, on était une équipe d'une 15aine de psychiatres où est-ce que moi je travaille à l'hôpital Montfort. Puis on a toutes des pratiques quand même différentes. On met du temps dans notre travail différemment. Moi, je suis une psychiatre à temps plein, donc je travaille du lundi au vendredi, mais on a certains psychiatres qui ne sont pas à temps plein, donc ils vont travailler 3 jours semaine, 2 jours semaine, 3 jours, 4. Puis, en dehors de ça, ils font autre chose ailleurs. Donc, on a une psychiatre qui travaille 3 jours semaine avec nous, mais qui fait 2 jours semaine aux militaires. Donc, qui offre des services de santé mentale là. Moi, personnellement, je fais beaucoup d'internes, donc j'adore cette population-là. Je fais beaucoup de travail administratif. Je fais beaucoup d'enseignement au niveau des étudiants. Puis, justement, j'ai ma famille. Donc, c'est juste ça. Ça fait déjà beaucoup. Ça fait déjà beaucoup, mais en même temps, ça fait que j'ai une belle variété. Donc, mes journées ne sont pas toujours les mêmes. Puis c'est vraiment ce que j'apprécie de ça. Puis, en général, ça ressemble à quoi un peu, le quotidien en psychiatrie? Au jour le jour, c'est quoi environ que tu vois sur les unités ou ces choses? Oui, puis peut-être aussi en même temps les différences entre une pratique en hôpital puis une pratique en clinique privée. J'imagine que c'est vraiment différent en psychiatrie. Bien, tant qu'à moi, c'est très différent. J'ai jamais fait du privé. Mais je pense que c'est extrêmement différent. Okay. Dans le milieu hospitalier, une journée typique, là, chez nous, à Montfort, on a une idée de collaboration entre équipes. Donc, tout le monde fait un peu d'interne, tout le monde fait un petit peu d'externe. On a rarement des psychiatres qui font juste de l'interne ou juste de l'externe. Tout le monde met la main à la pâte. Ça, on veut juste définir pour ceux qui ne le sauraient pas. Oui. Interne, c'est ceux, dans le fond, qui doivent rester à l'hôpital pour un certain temps. Exact. Donc, c'est les hospitalisations. Ouais. Puis externe, c'est comme l'urgence un peu? Externe, c'est les patients un patient qui a un diagnostic de bipolarité ou de schizophrénie, qui ont besoin de leur suivi. Ils viennent voir leur psychiatre pour dire « ça va bien, ça va pas bien, j'ai besoin d'une prescription ». Donc, eux, ils viennent à la clinique externe pour nous voir. C'est comme un rendez-vous de suivi, mais ils repartent chez eux après. Là. Exactement. Donc, pour moi, une journée typique, c'est que j'entre habituellement, ma matinée est réservée pour mes patients hospitalisés. Donc, je fais mes rondes à l'hôpital. L'après-midi, j'ai un peu plus d'externe. Puis l'après-midi aussi, j'ai plus de tâches administratives, donc des réunions, tout ça, mais ça va se passer plus l'après-midi. Puis on a toujours des mois de l'année où est-ce que les étudiants en médecine sont en rotation psy ou sont dans leur bloc psy. Puis là, on va à l'université faire des cours. Là, maintenant, c'est tout par télémédecine ou téléconférence maintenant, donc on reste dans nos bureaux. Mais ça s'infiltre là-dedans un peu au cours de l'année. Mais habituellement, pour moi, c'est ça. Versus au privé, j'imagine que c'est un petit peu plus comme de l'externe. Donc, c'est des patients qui sont chez eux, qui viennent nous voir en clinique pour des suivis. Puis si le patient va vraiment pas bien, a besoin d'être hospitalisé, eux, ils les redirigent vers l'urgence la plus près. Je pense que tu as un meilleur contrôle de ton horaire à ce moment-là quand tu es en clinique privée, parce que c'est toi qui gères. Versus à l'hôpital, tu fais partie d'une équipe. Tu n'es pas solo. Donc, il y a vraiment une grande différence. Ce qui est fun de la psychiatrie aussi, c'est qu'il y a des surspécialités, justement, aussi pour ceux qui veulent l'amener un peu plus loin. Donc, encore là, beaucoup de diversité. Puis ces surspécialités-là, c'est dans quel domaine environ? C'est-tu par rapport à des conditions spécifiques? Ça peut. Donc, souvent, il va y avoir des fellows en géronto, donc pour les patients de 65 ans et plus, en PED, donc sous 18 ans. Il y a aussi la psychiatrie légale, que souvent les gens trouvent intéressant. Il peut y avoir des fellows des différents types de psychothérapie. Il peut y avoir des fellows en schizophrénie ou dans des diagnostics plus précis. Mais la majorité, c'est ça. Puis là, j'ai une question que sûrement que vous faites poser souvent. Là, mais est-ce que la différence entre un psychiatre et un psychologue dans les tâches
ou dans le rôle avec le patient? Ils peuvent être différents comme ils peuvent être semblables aussi. Je pense que la grosse distinction, c'est que nous, on a notre background qui est vraiment plus médical. Donc, on peut prescrire, on peut diagnostiquer. Donc, ce n'est pas toujours le cas chez les psychologues. Donc, les psychologues, si, disons, moi, je vois un patient, puis que je dis, OK, tu souffres de dépression ou d'un trouble anxieux quelconque, je pense que de la psychothérapie pourrait être offerte. Moi, j'en fais parce qu'on est traîné là-dedans. Je peux te l'offrir. Mais souvent, ce qui arrive, parce que les psychiatres sont tellement surchargés, parce qu'on a un manque de psychiatres, on se réserve surtout pour le diagnostic, pour la prescription de médicaments, pour les suivis, pour les hospitalisations, tout ça. Versus quand on vient à faire de la psychothérapie, qui demande quand même plus de temps. C'est souvent 1 heure par semaine, pendant plusieurs semaines. Si on commence à faire ça avec plusieurs de nos patients, on se surcharge beaucoup trop rapidement. Donc ça, on va dire, on va te référer à un psychologue. Donc le psychologue, lui, va pouvoir faire ça. Mais le psychologue aussi a d'autres formations que nous, on n'a pas nécessairement non plus. Mais le diagnostic puis la prescription, ça c'est réservé à nous. Puis là, justement, pour le temps, comme avec un patient, là, vous en avez parlé un petit peu tantôt, que vous trouviez que c'était mieux que dans certaines autres spécialités. Absolument. Que vous avez plus le temps de passer un moment avec votre patient. Oui. Mais dans la réalité de la pratique, est-ce que vous trouvez que vous avez assez de temps ou... Bien, c'est sûr que, tu sais, comme moi, à l'interne, disons, quand j'ai des patients hospitalisés, j'essaie de garder mes nombres de lits. Donc, disons qu'on a comme... Nous, chez nous, on a 60 lits, qui est une grosse unité de santé mentale. On est 9 à 10 psychiatres qui couvrent cette unité-là. On aimerait être un petit peu plus. Donc ça me laisse 6 à 8 patients. Puis ça, quand même, c'est assez beaucoup pour la psychiatrie. Donc, si on pense à une journée de 8-9 heures, disons, puis il faut que j'essaie de voir tous mes patients en matinée parce que mon après-midi est réservé à l'externe. C'est limité en termes de temps. Mais les patients qui sont hospitalisés, ils sont là toute la semaine aussi. Donc, il y a une journée que je vais prioriser un patient. Je vais pouvoir passer mon 45 minutes, 1 heure avec mon patient, ce que je ne ferais pas nécessairement dans une autre spécialité. Ouais. Exact. Puis qui me permet vraiment de décortiquer puis de créer des liens avec mon patient. Par contre, en psychiatrie, il faut faire attention de ne pas trop s'investir parce que ça peut être difficile, c'est lourd. C'est lourd comme spécialité parce que les histoires sont pas tout le temps faciles à entendre. Donc, il faut être capable aussi de se rapprocher de notre patient, d'avoir de l'empathie envers notre patient, mais qu'en fin de journée, qu'on puisse se retirer de ça pour retourner à la maison puis pas tout amener ce bagage-là avec nous autres. Donc, ça, tant qu'à moi, c'est particulier. Mais tout comme, je pense qu'un patient un médecin qui traite des cancers, c'est pas toujours joyeux non plus. Puis en entend des choses, il faut être capable de se retirer de ça puis d'arriver chez nous pour pas que ça soit trop lourd sur nos épaules puis sur notre famille. Mais oui, donc, si je veux répondre à ta question, en termes de temps, on a l'opportunité. À la clinique externe, donc souvent, si je vois un nouveau patient, je me réserve au moins 1h30 avec mon patient comme nouvelle consulte. Wow. Ouais, quand même. Mais ça veut aussi dire qu'il faut que je rédige un très long rapport après parce que je dois écrire tout ce qui a été dit. Donc, c'est beaucoup de temps, mais pour moi, c'est très gratifiant. Je pense que une des choses qui n'est pas assez parlée aux étudiants, c'est les salaires non plus. Donc, tout dépendant où est-ce que vous allez aller aussi, la façon que vous allez être salarié va être différente. Donc, au Nouveau-Brunswick, des fois, c'est un salaire fixe qui est donné. Donc, peu importe si tu passes 2 heures ou 3 heures avec ton patient, à la fin de la journée, tu fais toujours le même montant. Versus, disons, nous, à Montfort, c'est par unité de temps, justement, qu'on est payé. Mais un patient, si je prends 4 heures, je vais aller me chercher le nombre d'unités qu'il y a dans ces 4 heures-là. Donc, disons, si je payais un certain montant pour 20 minutes de travail, puis j'ai été 2 heures avec un patient, ça me donne 6 unités de travail. Puis tu ne te sens pas limité, point de vue salaire, à prendre plus de temps avec ton patient. Exactement. Exactement. Puis au Québec, au Québec, c'est à peu près j'imagine que c'est à peu près la même chose que nous en Ontario. Je pense que c'est plus par unité de temps que par salaire fixe. Mais peu importe, je pense que les deux ont leurs avantages et leurs désavantages. Mais ça nous permet de prendre ce temps-là avec nos patients. On n'est pas
on n'est pas payé par patient. Donc, si j'ai vu 5 patients à la fin de la journée, si j'ai tout utilisé les heures à l'intérieur de ma journée, bien, je vais être payé de la même façon que si j'en ai vu 10. Ce qui est bien parce que ça nous permet de connecter. Là. Puis sinon, est-ce qu'il y a quelque chose que tu savais pas avant d'aller en psychiatrie, tu sais, un aspect de la profession que seulement une fois en dedans que tu as su, puis tu aurais aimé ça savoir d'avance un peu? Je pense que ce qui me revient souvent de la psy, puis que je pense qu'il faut savoir, c'est que je pense qu'à quelque part, les médecins, il y a une certaine gratification qui vient avec le fait d'être médecin. Puis je pense que dans la société, on nous met parfois sur des piédestals. Nos patients nous apprécient pour la plupart. On est là pour aider pour la plupart. La psychiatrie, ce qui est peut-être un peu unique, c'est qu'on n'est pas toujours apprécié de la communauté ou même parce qu'on a eu un mauvais stigma pendant longtemps. C'est en train de changer. Je pense qu'on devient de plus en plus apprécié. Je pense que les gens commencent à venir nous voir eux-mêmes et c'est pas nous qui va continuellement les chercher et leur dire « Écoute, je pense que vous avez besoin de l'aide. » Ils viennent nous voir maintenant, qui est déjà un bel avantage. Mais on a quand même plusieurs patients qui nous aiment pas nécessairement parce que on joue avec un cerveau, on joue avec le jugement. Puis, encore là, « joue » n'est pas le bon terme, mais je veux dire, on travaille avec ça. Donc, il y a souvent des patients qui vont nous être amenés par la famille, par des amis, par des gens qui sont inquiets, par la société qui sont inquiets parce qu'ils ont des comportements hors normes de la société pour qu'on les évalue. Est-ce que ça fait partie d'une maladie ou non? Puis, on a beaucoup de patients qui sont bien heureux de la façon qu'ils vivent, peu importe si leurs pensées suivent cette norme-là ou non. Puis nous, des fois, de faire cette distinction-là, ça peut être difficile. Des fois, il faut répondre à l'inquiétude de la famille ou l'inquiétude du patient. Si le patient n'a pas d'inquiétude, lui, puis le patient, lui, est heureux de ne pas nécessairement faire beaucoup d'argent ou de vivre dans la rue ou de consommer, bien ça lui appartient. Puis moi, je ne suis pas là pour nécessairement le mettre sur la bonne voie si lui ne veut pas. Puis ça, des fois, c'est difficile pour la famille puis pour les patients parce que les patients sont continuellement dans cet entre-deux-là, de dire, bien, ma famille dit que je ne suis pas normale, mais en même temps, moi, je suis heureux dans ma vie. Versus un patient qui arrive, qui soit... qui a une maladie quelconque de santé mentale, puis où est-ce que son jugement est altéré, qui ne prend pas les bonnes décisions ou que, qui prend des décisions qui lui mettent lui-même sa vie en danger ou celle d'un autre, bien là, on doit intervenir. Puis ça non plus, c'est pas tout le temps le fun pour le patient. Puis, mais une fois qu'ils sont traités, puis une fois qu'ils vont mieux, bien là, ils voient le bénéfice de ça. Mais c'est ça. Nos patients ne nous aiment pas toujours. Puis ça, c'est difficile en psychiatrie, je trouve, de vouloir aider quand le patient lui-même ne recherche pas cette aide-là. Puis ça, je pense que c'est différent des autres. Je pense que le patient qui arrive avec un cancer, bien, il va vouloir être traité. Ou un patient qui arrive avec... souvent, c'est les patients qui viennent et qui disent « j'ai mal ici, j'ai mal là, j'ai ce problème-là ». Versus nous, c'est pas tout à fait cette réalité-là. Puis ça, je pense c'est particulier pour la psy. Ouais, quand même, c'est d'être capable de justement dealer avec ça que les gens sont pas reconnaissants nécessairement. Exact. Mais moi, à quelque part, c'est ce que j'aime. Je trouve que la psy, il y a encore énormément beaucoup de recherches à faire. Il y a encore beaucoup de choses qui sont tabous. Il y a encore beaucoup de choses qui ne sont pas bien comprises. Puis si moi, je peux être le petit grain de sel qui va peut-être apporter une lumière à quelqu'un ou de déstigmatiser ça ou de faire de l'apprentissage ou de juste aider en général dans un domaine qui est encore mis à part des fois, ben, je pense que c'est de là que c'est ça qui vient piquer ma curiosité puis mon intérêt pour ça. En parlant de ça, on voit en tout cas, moi, j'ai aperçu de plus en plus dans les médias plus de choses sur la santé mentale, de sensibilisation, comme aux Olympiques, il y en a parlé beaucoup avec les athlètes. Absolument. Est-ce que ça se reproduit aussi dans ta pratique au quotidien ou c'est pas encore rendu là? Genre, ça s'en vient progressivement, mais ça va prendre un petit moment avant que comme la sensibilisation faite au public puisse se transmettre dans la pratique médicale. On le voit certainement de plus en plus. Je pense que les gens sont de plus en plus ouverts à venir à un bureau de psychiatre ou de
psychologue. Comme je dis, c'est pas toujours nous qui va aller les chercher, ils viennent eux-mêmes, qui est vraiment un gros positif. Je pense que ce qu'il y a, il y a deux choses. Il y a une auto-acceptance qui commence à s'infiltrer. Donc, les gens commencent à accepter que ils ont un trouble dépressif ou un trouble anxieux, puis ça, ils vont en parler davantage avec les gens autour d'eux. Puis c'est les gens autour d'eux qui vont dire peut-être que tu as besoin de ça ou d'aide ou va chercher de l'aide. Ça commence. Au niveau de l'auto-acceptation. Par contre, je pense qu'on a encore de la difficulté à comprendre ce qu'on ne comprend pas. Particulièrement quand on parle de psychose, quand on parle de schizophrénie, quand on parle de maladie bipolaire, où est-ce que là, les gens sortent un peu plus de la norme, dans le sens où leur jugement peut être un peu plus altéré, peuvent avoir des comportements qui sont différents. Puis c'est le regard des autres, des fois, qui est plus difficile. Puis ça, il y a encore beaucoup de stigma. Donc, ça, il y a encore beaucoup de travail à faire. Tu sais, souvent, on entend encore souvent dire qu'un schizophrène peut être dangereux. Mais le schizophrène qui est dangereux est en grande minorité. En grande minorité. Je pense que c'est 1%. Le même nombre que dans la population normale. Exactement. Donc, en fait, la personne qui consomme puis qui n'a pas de trouble de santé mentale a plus de chances d'être dangereux qu'une personne qui souffre de schizophrénie. Mais la minute qu'on voit schizophrénie, la population a encore tendance à les stigmatiser. Donc ça change plus lentement versus les gens, l'auto-acceptation de dire, OK, peut-être la dépression, l'anxiété, ça commence à être plus accepté, plus parlé. J'écoutais, je pense que c'est Big Brother aussi, là, où est-ce que Verda, je sais pas si vous avez écouté, là, une célébrité québécoise qui a pas été gênée du tout pendant la série de dire qu'elle souffrait d'une maladie bipolaire, puis moi, il n'y a rien là-dedans que je trouvais de plus beau, qu'elle puisse le partager, puis je suis certaine qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent de bipolarité, qui pouvaient se relier à elle, ou qui... Puis ça, c'est important. Ça, je trouve que c'est beau à voir, que les gens qui peuvent avoir cet impact-là, de dire oui, que je souffre de santé mentale, je tente de faire ce que je dois faire pour moi-même. Je tente, Verda, je me souviens, elle disait, je sais c'est quoi mes déclencheurs, je sais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que moi, j'aille bien. Je reconnais quand je vais un peu moins bien, de pouvoir en parler de ça, je pense que c'est particulièrement important. Oui, d'avoir des modèles absolument qui nous ressemblent, dans le fond, dans les médias, c'est vrai. Tout à fait. Puis là, moi, j'ai aussi un autre idée populaire ces temps-ci dans la société, c'est la surprescription de médicaments pour soit dépression ou TDAH, ces trucs-là. Oui. En entendez-vous souvent parler dans votre pratique? Encore là, je pense que c'est une fausse conception de la psychiatrie actuelle, en tout cas. Je pense que probablement qu'à un moment donné, les médicaments ont été surutilisés chez nos patients, possiblement. À l'heure actuelle, par exemple, je pense qu'on essaye vraiment d'avoir une approche multidisciplinaire. On essaye d'impliquer la travailleuse sociale, le psychothérapeute, oui, le pharmacien, la prescription de médicaments, mais de dire, OK, il faut que tu manges bien, il faut que tu t'entraînes, il faut que tu prennes soin de toi-même, il faut que tu commences à changer tes pensées, la façon de te voir toi-même, la façon de voir le monde autour de toi. Donc ça, c'est plus la psychothérapie. Puis oui, peut-être que tu auras besoin d'un antidépresseur. Est-ce qu'il y a des gens qui surprescrivent encore? Oui. La psy, ce qui est parfois difficile, c'est que ça prend du temps. Encore une fois, on joue avec un cerveau qui est surprotégé par notre propre corps. Puis de faire des changements à notre cerveau avec un médicament, ça prend du temps. Puis souvent, les gens, on est tous un peu impatients quand on va pas bien. Donc, quand on veut quand on se dit, OK, je souffre de dépression, je veux que la dépression soit finie demain. Puis ça, on peut pas faire ça. Puis des fois, comme médecin, on est sous la pression de moi donner une pilule pour que j'aille bien, pour pas que je sois anxieux, pour que je dorme la nuit, tu sais. Juste ça va m'aider. Puis c'est vrai, des fois, on va aider à ce niveau-là, mais il faut faire attention aussi de ne pas surprescrire à la demande, de vouloir traiter trop rapidement.
d'expliquer aux patients que ça va prendre du temps ou que ça va, c'est un cheminement puis non une réponse rapide. Donc, est-ce que, certainement, il y a de la surprescription qui se fait, mais je pense que de plus en plus dans vos stages puis dans vos apprentissages, vous allez voir que l'approche est beaucoup plus grande que juste des médicaments, puis c'est ça qu'on enseigne. C'est ça qu'on veut. Mais oui, ça se peut que des fois, il y a des gens qui vont être surprescrits. Puis l'autre affaire, c'est qu'en psychiatrie, il n'y a pas de ligne claire. On n'a pas de CT scan, puis on n'a pas de test de laboratoire, puis on n'a pas de sucre dans le sang qui nous dit exactement tu es à 6,2 de sucre. On n'a pas ça. Donc, les lignes ne sont pas toujours très claires. Donc, entre une dépression ou un trouble anxieux, puis là, tu rajoutes un TDAH là-dedans, bien là, la prescription de médicaments devient plus complexe. Donc, ça joue tout un jeu là-dedans. J'ai l'impression aussi que la psychiatrie, c'est un domaine qui est rapidement en évolution ces derniers temps. Est-ce que c'est une place où tu penses que les gens qui aiment la recherche aussi pourraient se sentir bien? Absolument. Donc, puis encore là, moi, c'est la raison pourquoi j'aime la psy, parce que on ne sait pas tout. Puis, le cerveau est tellement fascinant. Puis, tu sais, nos corps fonctionnent tous de la même façon. À quelque part. Mais, à moins qu'il y ait certaines particularités, mais un cœur, c'est un cœur. Un cerveau, par exemple, ça l'englobe beaucoup plus. Tu sais, que j'ai grandi d'une famille de 5 ou que je sois née seule, votre cœur reste le même. Mon cerveau, non, par exemple, parce que j'ai eu des expériences différentes, des relations différentes. Puis ça joue dans toute santé mentale, dans tout trouble de santé mentale. Nos expériences changent, sont différentes d'une personne à l'autre. Donc, la recherche est particulièrement importante dans notre domaine. Puis c'est ça qui aide avec le temps à déstigmatiser, justement, de dire, on voit ça dans ton cerveau. Donc, de dire que dans la schizophrénie, qu'on a trop de dopamine dans un certain secteur du cerveau, puis il y en a un manque dans un autre. C'est pour ça qu'on donne ce médicament-là et non un autre. Bien, ça l'aide à normaliser un peu la difficulté, puis ça l'aide au patient de prendre le rôle de « je suis malade, je dois prendre soin de moi-même, je dois prendre mon médicament pour normaliser ça ». Donc, des fois, je vais le comparer à un diabète, de dire, dans le diabète, quand ton sucre est trop élevé ou quand il est trop bas, il faut que tu prennes un médicament pour t'aider. C'est un peu la même affaire en santé mentale parce qu'à cause de la recherche, on a démontré ces débalances-là. C'est, comme je dis, c'est pas du black on white sur du papier de 6,2 de glycémie, mais au moins, ça nous aide à permettre aux patients d'avoir un certain contrôle versus qu'avant, c'était un psychiatre qui disait, il faut que tu prennes ça, je sais pas trop pourquoi, ça marche. Ça te tente un peu moins. Oui, c'est moins facile à faire confiance. Absolument. Mais oui, il y a définitivement un grand rôle pour la recherche. Énormément, en fait. Puis nous-mêmes, à Montfort, on cherche des cliniciens qui font de la recherche parce que ça l'aide à tout le monde. Ça fait une couple de fois qu'on parle de Montfort, tu sais. Oui. Moi, je me demandais aussi, comment tu trouves ça de travailler dans un hôpital francophone, dans une province qui est majoritairement anglophone? Je suis originaire du Nouveau-Brunswick. Donc, je suis comme chez nous, finalement. Je me fais dire que je parle pas parfaitement français, puis je me fais dire que je parle pas parfaitement anglais non plus, donc un peu entre les deux. Encore là, moi, je suis bien dans la minorité. La psychiatrie, c'est un travail de minorité. Donc, le français, on est minoritaire en Ontario. Donc, encore là, c'est une voie pour les gens francophones, particulièrement à Montfort. On prône tellement ça. On veut garder la langue française chez nous. Donc, nos médecins doivent pouvoir communiquer dans les deux langues. Sur notre unité, je sais qu'on est à peu près 60% anglophones, 40% francophones. Tous nos services, par contre, à la clinique externe sont francophones. On commence à offrir des services pour les gens anglophones, mais seulement si on l'a déjà pour les francophones. Donc, c'est vraiment notre priorité. Puis, encore là, ce qui est plaisant à Montfort, c'est que si on est l'hôpital francophone pour toute la province et non pas juste pour Ottawa, donc ça fait en sorte que si j'ai un patient à Hawkesbury ou si j'ai un patient ailleurs dans la province qui a besoin de soins en français, on fait tout par télémédecine.
ou par téléconférence maintenant. Puis là, ça, c'est devenu encore plus populaire suite à la pandémie. Donc, on est devenus des experts un peu là-dedans. Mais encore là, ça nous permet de juste toucher une plus grande clientèle, une plus grande diversité. Moi, j'ai découvert quand même un amour pour la télémédecine aussi. Donc, moi, mon cœur appartient à Montfort, honnêtement. Donc, c'est difficile pour moi de dire que les négatifs, mais... Ça doit être gratifiant aussi de pouvoir aider un patient dans sa langue première, alors que sûrement à beaucoup de places où est-ce qu'il irait, s'il habite à Hawkesbury, comme on dit, il serait sûrement pas servi en français. Ouais. Ça permet d'avoir un certain contact, je pense, qui est peut-être plus réel. Exact. Donc, tu sais, moi, je me souviens quand j'étais au Nouveau-Brunswick, puis je devais rencontrer des nouvelles personnes, juste socialiser avec des nouvelles personnes. C'est-tu donc plus facile quand on parle notre langue maternelle? T'sais, on a l'impression de nous-mêmes, puis de pouvoir s'exprimer mieux, puis quand on s'exprime, c'est clair et précis. L'émotion passe plus. Exactement, puis c'est important en santé mentale d'avoir accès à ça. C'est pour quelqu'un qui éprouve de la difficulté à s'exprimer en anglais, il faut rencontrer un psychiatre puis parler des émotions profondes en anglais. Des fois, de s'exprimer, on perd un peu la connexion avec l'émotion. Donc, comme tu dis, quand on est capable de communiquer dans notre langue, bien, on a plus accès à nos émotions. On laisse aller la tête, puis on parle avec nos émotions. Puis ça, c'est important. Puis c'est une autre raison pourquoi c'est le fun de travailler à Montfort. Ouais, vraiment intéressant. Okay. Puis, est-ce que tu avais un conseil à donner aux étudiants ou une façon de les attirer vers la psychiatrie? C'est-à-dire, comme, venez travailler avec nous. Encore là, garder un esprit ouvert, je pense que c'est la première des choses. Des fois, quand on a quelque chose qui nous fait peur, il faut y passer un petit peu plus de temps. Moi, c'était ça. La psychiatrie, ça me faisait peur parce que c'était un peu étranger pour moi. Puis encore là, avec tous les stigmas que j'avais à ce moment-là, parce que j'étais pas bien informée. Mon précepteur m'a permis de relâcher ça puis de juste y aller. Go, vas-y, rencontre des gens, parle aux gens, parle avec tes patients, pose des questions importantes, des questions profondes. Ils vont l'apprécier en bout de ligne. Donc, pour moi, c'était ça. C'était juste d'avoir une ouverture d'esprit, de dire, OK, j'y vais, je fonce. Ce qui arrivera à ce moment-là. Puis ça l'a arrivé que, en fait, ça a été ma spécialité, puis j'ai tombé en amour avec. Tu sais, j'ai pas nécessairement rien à dire pour dire « venez vers la psy ». Laissez la spécialité, ce que je vous disais au début, je disais, j'ai pas l'impression que c'est moi qui ai choisi ma spécialité. La spécialité m'a choisi. Laissez la spécialité vous choisir. Parce que des fois, c'est ça, laissez-vous guider par vos instincts un peu des fois et non pas par je vais faire de l'argent ou je vais avoir la gloire d'avoir fait ça ou faites-vous confiance en bout de ligne. Puis c'est ça que c'est la psychiatrie. C'est rassurant ça de ça. C'est ça. Puis déjà, je trouve que la médecine en soi est déjà assez stressante comme ça. Le choix de carrière est déjà extrêmement stressant. Donc, de pouvoir peut-être vous laisser aller, puis encore, je trouve des fois, on se met de la pression à choisir quelque chose trop rapidement. Puis on peut venir à regretter plus tard, mais laissez-vous guider là-dedans, puis ça va bien aller. Merci beaucoup, ça a été vraiment une belle discussion, c'était vraiment le fun. Ouais, merci beaucoup, ça a été très apprécié. Juste pour finir, on a des petits cadeaux pour vous. Là. On va juste remercier les compagnies qui ont rendu ça possible, François Lambert et la boîte à vin. Donc merci beaucoup. Merci, c'est gentil. Puis pour nos auditeurs, n'oubliez pas, vous pouvez nous laisser vos questions dans les commentaires. Oui. Sinon, on like, on partage, puis on se voit pour un prochain épisode. Puis si je peux rajouter, Anne-Sophie et moi, on se connaît. Donc, s'il y en a qui ont des questions, justement, puis qui veulent me les poser à moi directement, ça me gêne pas non plus. Donc, tu as mon adresse courriel, tout ça, donc n'hésitez pas. Parfait, je vais transmettre ça. Merci.